Vidéo concernant la communication entre deux neurones ou entre un motoneurone et un muscle. Nous avons vu précédemment que le long d'un axone, les messages étaient codés en potentiel d'action et notamment en fréquence de potentiel d'action. Une fois que ces potentiels d'action arrivent à l'arborisation terminale du neurone, il faut qu'ils passent soit vers un autre neurone, soit vers un muscle. En tout cas, que le message puisse passer entre ces deux structures. Donc ici, vous avez la fin d'un axone avec l'arborisation terminale. Et là, vous êtes sur le dendrite du deuxième neurone. Donc on voit qu'il y a ici une sorte de contact. Alors si on regarde plus en détail, vous avez ici cette image au microscope électronique. Vous avez l'axone, l'arborisation terminale du premier neurone. Et ici, la dendrite du deuxième. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'entre les deux, on a un petit espace. Donc, il n'y a pas de contact physique réel. Il y a un espace entre ces deux zones. Donc, cette zone où on va avoir le passage d'un message d'un axone vers un deuxième, avec cet espace au centre, ça s'appelle une synapse. Et ici, on a une synapse neuroneuronique, puisque c'est entre deux neurones. Alors, juste pour rappel, le neurone, on a le corps cellulaire, les dendrites, l'axone, l'arborisation terminale. Donc là, la synapse, elle concerne le bouton terminal d'un axone, d'un neurone, qui rentre en contact avec la dendrite d'un autre neurone. Donc on repère bien ici l'arborisation terminale, l'espace entre les deux et la dendrite du deuxième neurone. Donc une synapse neuroneuronique. L'autre élément qui nous intéresse, c'est la communication entre une arborisation terminale, là encore, et puis le muscle, donc ce qu'on appelle une plaque motrice. Si on regarde plus en détail au microscope électronique, on va retrouver à peu près les mêmes structures. Donc ici, l'arborisation terminale du motoneurone. Alors on va les reconnaître comment ces éléments qui arrivent, ils ont à l'intérieur des petites vésicules, c'est-à-dire ces ronds qui contiennent des substances dont on reverra l'utilité ensuite. Ici on a le muscle, alors comment je le reconnais là aussi? Je reconnais les myofilaments ici, qui sont les myofilaments, les protéines qui permettent la contraction musculaire, et là vous avez les mitochondries, d'accord, qui permettent d'avoir par respiration l'énergie pour la contraction musculaire. Et je retrouve encore ici l'espace entre les deux structures. Alors il y a une particularité sur les plaques motrices, vous voyez que le muscle il est creusé, il y a des espaces à l'intérieur du muscle. Donc on retrouve la même structure. Ici on a donc une synapse là encore qu'on va appeler neuromusculaire puisqu'elle est entre un neurone et un muscle. Donc là, on revoit la cellule neuroneuronique. Alors, il y a des termes techniques quand on parle des synapses. L'élément qui va arriver avec les vésicules à l'intérieur, on va appeler ça l'élément présynaptique. Il est avant la synapse. On a une fente synaptique, c'est l'espace dont on parlait tout à l'heure. Et l'élément postsynaptique, c'est donc soit le neurone, soit le muscle si on est dans une synapse neuromusculaire. Alors, que se passe-t-il quand on a une arrivée de potentiel d'action? Donc là, vous voyez, on repère, on a la fente synaptique, on a un élément présynaptique, je le repère, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a présence de ces vésicules, voilà. Et donc, du coup, par déduction, la deuxième partie, c'est l'élément postsynaptique. Donc ici, on a une synapse au repos, on voit les vésicules, la fente synaptique, l'élément post- et présynaptique. Donc ça, ce sont les membranes de chaque neurone. Donc là, on va avoir une synapse en activité, c'est-à-dire qu'on va avoir un train de potentiel d'action qui va arriver à cette arborisation terminale. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que ces vésicules qui sont à l'intérieur de l'élément présynaptique vont fusionner avec la membrane de cet élément présynaptique. D'accord? Donc la membrane de ces vésicules fusionne avec la membrane de l'élément présynaptique. Ce qui fait que du coup, ce qui est contenu à l'intérieur des vésicules va être libéré dans la fente synaptique. Alors ce phénomène de fusion de vésicules avec la membrane synaptique, c'est ce qu'on appelle l'exocytose.
Alors, que contiennent ces vésicules? Alors, ces vésicules, elles contiennent des molécules particulières, comme ici, vous avez l'exemple de 2 de ces molécules, qu'on appelle l'acétylcholine et le GABA. Ce sont ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Alors, ces neurotransmetteurs, ils se trouvent donc dans ces vésicules. Un neurone possède un seul type de neurotransmetteur. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de l'acétylcholine et le GABA dans le même neurone. Vous allez avoir des neurones qui contiennent de l'acétylcholine et des neurones qui contiennent du GABA au niveau de leur arborisation terminale dans l'élément donc présynaptique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Là, vous avez une molécule en 3 dimensions qui correspond en fait à un récepteur à acétylcholine. C'est-à-dire que la forme de cette protéine, donc qui est composée de plusieurs en fait, sous-parties, colorées en différentes couleurs, va être capable de recevoir les molécules d'acétylcholine, c'est-à-dire ce neurotransmetteur. Alors ils sont spécifiques, c'est-à-dire qu'un récepteur à l'acétylcholine ne reçoit que de l'acétylcholine. Un récepteur au GABA ne reçoit que du GABA. Ça dépend de la forme de la protéine. Donc du coup ici vous voyez qu'un récepteur acétylcholine il peut fixer 1, 2, 3, 4, 5 molécules d'acétylcholine. Alors où on trouve ces récepteurs? Eh bien sur l'élément postsynaptique. Donc finalement, une synapse, comment ça fonctionne? Donc ici, vous avez l'arrivée du potentiel d'action, enfin du ou des, puisqu'on a dit que ça fonctionnait en fréquence de potentiel d'action. Ces potentiels d'action vont créer là encore des variations d'ions entre l'intérieur et l'extérieur, et ça va entraîner, du coup, la migration des vésicules qui contiennent le neurotransmetteur, ici l'acétylcholine, vers la membrane de l'élément présynaptique. Il y a exocytose, c'est-à-dire fusion des membranes de la vésicule avec la membrane de l'élément présynaptique, ce qui fait que du coup les neurotransmetteurs, l'acétylcholine, ces molécules vont être libérées dans la fente synaptique. Ces molécules vont du coup pouvoir se fixer sur les récepteurs à acétylcholine qui se trouvent sur l'élément postsynaptique. D'accord? Ici, l'élément postsynaptique, je retrouve les myofilaments, donc les filaments qui permettent la contraction du muscle. Donc ici, c'est un muscle. Donc on a des récepteurs à acétylcholine, l'acétylcholine se fixe, et cette fixation va engendrer un potentiel d'action musculaire qui va donc se propager le long du muscle et entraîner la contraction. Donc ici, vous avez le schéma récapitulatif du fonctionnement d'une synapse neuromusculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est donc ce fonctionnement, arrivée des potentiels d'action, exocytose, libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique, fixation au récepteur d'acétylcholine qui se trouve sur le muscle, et production d'un potentiel d'action musculaire qui entraîne la contraction. Donc là, on a le fonctionnement de la synapse neuromusculaire. Les synapses neuroneuroniques fonctionnent de la même manière, sauf que ces récepteurs se trouvent sur un neurone comme élément postsynaptique. Comment encoder la force du message? On avait vu le long de l'axone, c'était la fréquence de potentiel d'action. Si j'ai beaucoup de potentiel d'action, je vais avoir davantage de migration et d'exocytose d'acétylcholine. Donc ici, on a un codage en concentration de neurotransmetteurs.